Voilà, donc aujourd'hui je vais continuer la vidéo que j'ai faite la fois précédente sur Marx, la gauche et disons toute cette idéologie qui est en filigrane derrière la gauche actuelle, la renaissance de cette gauche. Et donc mon projet c'est de montrer à travers cette vidéo qu'en fait cette idéologie n'est pas une idéologie révolutionnaire comme elle le prétend, mais c'est une idéologie qui a permis, qui correspond en fait à une collaboration au système industriel et capitaliste et qui a permis de le maintenir et donc de maintenir les ouvriers dans cette optique, dans ce carcan industriel et empêcher d'envisager toute sortie de ce mode de production. Euh, donc, euh, ma proposition, c'est de dire qu'en fait, le marxisme est une collaboration au capitalisme. Alors, donc la dernière fois, la dernière vidéo, j'ai montré que Mélenchon, malgré ses inconsistances, etc., était plus ou moins influencé quand même par cette idéologie progressiste, et que donc Marx qui est fondé sa conjecture historique et son projet révolutionnaire sur une analyse de l'histoire et de la naissance de la société industrielle avec des outils d'études qu'il prétend scientifiques, et je pense que c'est assez honnête, c'est-à-dire qu'il analyse bien la naissance de l'industrie dans un contexte historique de façon objective. Et ce qu'il constate, c'est en appliquant, une méthode de pur principe d'efficacité qui rejoint un peu celle de Darwin. Il arrive à expliquer comment se constituent la société industrielle, son rapport de classe et donc le rapport entre les individus. Et il l'explique dans un cadre historique. Et bon, ce que j'ai dit, c'est que jusque-là, pas de problème, pas d'arnaque, mais que l'arnaque vient plus tard, c'est quand il en tire des conclusions sur l'avenir et sur un projet révolutionnaire. Alors, d'où vient cette arnaque? Je l'ai expliqué, c'est que Marx était un bourgeois et donc il n'a pas voulu, ou il n'a pas cru, ou il n'a pas pu voir les fondements de la naissance des industries. Il part du principe que c'est un mode de production plus efficace. Il se situe dans l'esprit progressiste de l'époque. Il ne voit pas qu'en fait, il n'a pas le recul nécessaire et il n'a pas non plus le champ de vision. Et c'est un bourgeois. Il ne voit pas les dessous. Il n'enquête pas sur les dessous de l'industrie, et il n'est pas le seul. De toute façon, à l'époque, peu de gens avaient que quelques individus ont pu dénoncer ce principe, et c'était évidemment très minoritaire. Donc voilà pourquoi pourquoi Marx n'a pas pu le voir. Ensuite, il n'avait pas le recul historique, puisque à l'époque, les connaissances en archéologie étaient assez limitées. Il n'a pas essayé de comprendre d'où venait vraiment, essayer d'expliquer de façon historique et scientifique d'où venait cette société industrielle, qu'est-ce qui en a causé l'arrivée, non seulement la puissance, mais qui explique la nécessité historique. Il n'a pas su l'expliquer. Et évidemment, avec le recul aujourd'hui, on voit que Marx, sa conjecture s'est révélée absolument fausse, c'est-à-dire que 100 ans après, on peut dire que, aucune révolution a lieu, donc ce mode de production industrielle n'est pas, la condition, n'implique pas nécessairement un changement dans le rapport de classe. On voit aujourd'hui qu'il n'y a jamais eu autant d'inégalités dans le monde capitaliste, que d'une part le capitalisme s'est maintenu, mais qu'il a aggravé les inégalités entre 1 milliard de personnes qui ne peuvent à peine manger, et une petite minorité qui vit avec l'équivalent qui a un capital équivalent au PIB de certains États, et tout ceci dans un monde globalisé où a priori tout est connecté. Donc on voit très bien que sa prédiction sociale ne s'est pas réalisée, et dans certains pays où il y a eu des
révolutions qui se sont plus ou moins inspirées, enfin bon, ça on peut en discuter, non, ça ne s'est pas résolu non plus, puisque ce sont systématiquement des apparatchiks qui n'ont pas supprimé le salariat, mais l'ont déguisé sous des formes diverses, et ont maintenu, disons, la distinction et les classes entre ceux qui travaillent, et c'est donc la division du travail entre ceux qui travaillent effectivement et ceux qui dirigent et qui dirigent donc et qui s'approprient les produits de cette production. Donc on a eu, bon, l'expérience soviétique est assez cuisante et elle n'est pas unique. Donc on a eu, donc il y a une faillite concrète de cette pensée, mais elle est systématiquement remise au goût du jour puisque disons, elle correspond à ce que à une certaine, comme j'ai expliqué, euh, elle correspond à une espèce de nécessité politique du système. Elle permet donc de faire croire encore aux ouvriers et à ceux qui participent à ce système de production qu'il y aura des lendemains qui chantent et qu'on pourra, c'est un peu le même système que le christianisme, c'est-à-dire que vous en chiez aujourd'hui, mais demain il y aura le paradis. Et donc on nous promet, aujourd'hui j'ai entendu Mélenchon qui nous promet donc l'écosocialisme, c'est-à-dire qu'on aura un socialisme écologique, sans évidemment nous donner précisément quels sont les contours, quelles sont l'énergie qu'il utilisera, etc. Sans entrer dans les détails techniques, mais on nous promet donc l'écologie socialiste. Et c'est donc la répétition de cette promesse, et permet d'élever le niveau de civilisation et est la clé de notre sauvetage. Donc, l'erreur de Marx, c'est cela, c'est de partir d'une constatation et de la généraliser de façon abusive et d'arriver évidemment à une fausse promesse et qui permet donc de maintenir les ouvriers, de leur faire croire que le destin de salarié n'est que transitoire et qu'il n'est pas destiné à durer, mais qu'il est potentiellement, disons qu'il y a la possibilité de l'abolir tout en gardant ce mode de production. Alors c'est faux, et je vais le démontrer. Alors pourquoi c'est faux? C'est parce que d'une part, donc Marx n'a pas compris historiquement d'où naissait la civilisation industrielle. La civilisation industrielle naît de la civilisation agricole, qui naît elle-même des premières de la civilisation horticole, et qui naît elle-même de la chasse et de la cueillette, qui a suivi différents changements. Alors actuellement, grâce à l'archéologie, il y a de plus en plus d'ouvrages et de personnes, bon, il peut pas citer Diamond, mais il y en a plein d'autres, qui commencent à donner les détails, à analyser ces nouveaux résultats archéologiques, et il se construit une image de plus en plus précise. Et on s'aperçoit que le moteur derrière tout cela, derrière l'évolution des sociétés, plus que l'outil de production, etc., qui déterminerait l'évolution de l'outil de production de plus en plus efficace, qui déterminerait le changement des classes, c'est qu'en fait les outils de plus en plus efficaces deviennent nécessaires, non pas parce que poussés par une classe capitaliste qui engendrerait du profit et qui pousserait à une intensification de l'utilisation de l'environnement. Ça, c'est un peu ce qui est en train de naître actuellement avec l'écosocialisme, c'est-à-dire qu'on rejette un peu toute la responsabilité de l'histoire sur la classe capitaliste. Mais comme je vais montrer, ça c'est un peu l'histoire de l'œuf et de la poule, c'est-à-dire que la classe capitaliste, elle naît en fait, elle naît historiquement de conditions qui la déterminent, et c'est pas elle qui crée directement les conditions de dégradation de l'environnement, mais elle y participe. Et elle naît donc, je vais expliquer un peu d'où vient cette stratification sociale. Alors, donc au départ, il y avait donc je ne vais pas remonter à tout l'historique de la civilisation telle qu'elle peut apparaître actuellement dans certains livres, mais je vais résumer quelques traits forts. Et donc l'idée centrale, c'est que c'est la démographie qui détermine en fait la structure des sociétés, les outils de production, et ensuite la montée des inégalités. Donc, la naissance de l'industrialisation. Alors, pour parcourir assez vite, et bon, je pourrais je citerai dans d'autres postes des ouvrages de référence. Je suis en train d'en lire certains, j'en ai eu pas mal.
Et puis en plus, chacun peut regarder sur Internet, il y a de nombreux reportages et se faire disons, sa propre compilation et sa propre compréhension. Mais donc au départ, évidemment, il y a eu, pour des raisons multiples, il y a eu à un moment donné, disons, la nécessité qu'on voit progressivement chez l'homme d'une innovation technique parce que l'homme systématiquement a appauvri son environnement. L'homme est une espèce qui, depuis le début, n'est pas capable de vivre, ou disons, n'a pas montré globalement la possibilité de vivre en harmonie avec son environnement. Alors bon, il faudrait nuancer, mais globalement, archéologiquement, c'est une proposition qui tient. Et aujourd'hui, on en est clairement l'illustration. Alors, ça commence très tôt, et on sait aujourd'hui que l'extinction de toutes les espèces, les écosystèmes étaient complètement différents avant l'arrivée de l'homme, et au début de l'histoire de l'humanité, et que l'homme a déjà commencé très mal en exterminant tout ce qui était, disons, central dans ces écosystèmes, c'est-à-dire la mégafaune et les prédateurs qui le concurrençaient. Donc l'homme petit à petit a éliminé tout cela et a pris la place il a pris la place de ses prédateurs. Et, il a commencé un déséquilibre qui était une course en avant. Et au final, ça a fini à la fin du Paléolithique par la nécessité de construire des outils de plus en plus performants pour chasser des proies de plus en plus petites et rapides qui n'étaient pas sa niche écologique initiale. Et donc, l'homme est devenu de plus en plus technique et habile, non pas parce que c'était un progrès ou la nature ne fait pas les choses pour rien, elle les fait quand c'est nécessaire. Et si l'homme est évolué dans cette branche-là, c'est parce qu'en fait c'était une nécessité vu son histoire et son passif. Et donc ça a continué évidemment avec la naissance de l'agriculture. Quand on constate la naissance de l'agriculture, on constate qu'il y a en même temps, dans la même région, d'une part un appauvrissement des ressources alimentaires, de la chasse et de la cueillette, mais surtout il y a un progrès technique correspondant. On voit des flèches de plus en plus sophistiquées pour essayer d'attraper ce qui reste. Et à ce moment-là naît l'agriculture. Et bon, il y a de multiples ouvrages, multiples recherches archéologiques. Alors peut-être que je détaillerai dans un autre post, mais on voit effectivement que l'agriculture n'est pas quelque chose qui a été délibérément choisi. Ça correspond à une régression au départ. Mais que systématiquement, il y a un effet d'aubaine, c'est-à-dire qu'en passant à l'agriculture, cela a permis d'exploiter encore plus intensivement l'environnement. Alors même si individuellement ça n'apportait pas un bénéfice, puisque les gens mouraient plus jeunes et étaient en plus mauvaise santé, ça c'est un fait incontestable, il suffit de lire un peu les comptes rendus archéologiques. Grâce aux ossements, on sait aujourd'hui qu'il y a eu une régression. Alors ça a été un peu contesté dans certains articles du Monde, mais quand on lit les articles, ce sont des comptes rendus partiaux. Il faut se reporter vraiment, disons, à des ouvrages qui traitent d'archéologie et pas des articles de journaux. Et on voit très clairement qu'il y a une régression très forte donc de l'état de santé général, mais c'est peu importe. Ce qui compte pour qu'une société gagne, c'est pas le bien-être individuel, c'est sa force collective. Et l'activation agricole a donc permis de sortir de ce problème démographique qui a permis en plus d'augmenter la démographie et donc de rendre ces sociétés, disons, plus efficaces au niveau pour conquérir du territoire, pour s'étendre. Et c'est pour ça, dans un principe darwinien, qu'aujourd'hui nous sommes dans une civilisation agricole. La civilisation agricole à la fin de l'âge classique, qu'analyse Marx, connaît le même problème. C'est-à-dire qu'elle arrive à un épuisement des ressources, parce qu'on ne vit pas que de blé et d'animaux. Donc il y a une première révolution dans l'âge classique, parce qu'on arrive à une stagnation, et il y a une révolution agricole qui permet un nouveau départ de la population, mais le seul problème, c'est qu'à cette époque, en même temps, il y a un épuisement très grave des ressources en bois. Or, le bois est quelque chose qui est absolument central dans les pays, notamment les pays nordiques, pour la construction, pour le chauffage et pour toutes ces industries naissantes qui permettaient justement de soutenir cette révolution agricole naissante qui était nécessaire pour pouvoir maintenir une densité aussi élevée sur le territoire européen. Et donc cette densité élevée ne pouvait se maintenir qu'avec cette agriculture plus performante qui permettait d'accroître énormément les rendements.
par différents modèles, différentes techniques, par des transports plus efficaces, etc. Et techniques agricoles comme la rotation avec l'utilisation de différents types de fourrages, notamment azotés, etc., pour l'enrichissement des terres, par la reproduction du bétail, qui pouvait consommer ce type de fourrage. Et donc une augmentation générale de l'alimentation et de sa qualité et de la population. Mais en même temps, ce genre de progrès agricole nécessitait une société particulière et une production, disons, d'acier pour les transports, etc., donc cette augmentation de la population nécessitait une industrialisation naissante qui ne pouvait pas se faire que avec des énergies comme le bois, qui étaient les seules énergies accessibles. C'est pour ça que, bon, je pense que tous ceux qui se sont intéressés au problème de cette industrie naissante ont vu que très vite, donc en Angleterre, le bois a été épuisé. Euh, les, pour conserver sa suprématie, l'Angleterre a été obligée d'interdire de couper le bois pour continuer à faire du charbon de bois parce qu'il fallait qu'il soit préservé du bois pour faire des bateaux, puisque sinon l'Angleterre étant une puissance maritime, elle risquait de se faire écraser par ses ennemis. Et en conséquent, il est devenu crucial de trouver autre chose. Et c'est toujours comme ça que ça se passe, c'est-à-dire que rien n'est gratuit dans la nature et la révolution industrielle a été une nécessité. Et pour pouvoir donc continuer sur cette route, alors que tout s'épuisait et que cette population devait manger et que ce système, pour maintenir cette population à flot, devait continuer à brûler de plus en plus de bois, il a fallu trouver autre chose et on a trouvé le charbon. On s'est commencé à s'intéresser au charbon. Et le problème du charbon, c'est que bien, c'était pas une énergie a priori beaucoup plus facile, puisque le charbon de bois, c'est quand même assez simple à produire. Et c'est assez puissant pour faire de l'acier, mais le problème, c'est que le charbon était pas si facile d'accès que cela, et mais il était nécessaire de l'exploiter, et donc il a fallu commencer par pomper l'eau des mines et transformer le charbon en coke. Et ainsi, ça a commencé à développer. Disons que on a été obligé de mettre au point de nouvelles techniques, et ces nouvelles techniques, toujours par effet d'aubaine, ont permis l'industrialisation, c'est-à-dire que la machine à vapeur qui était d'abord destinée à pomper l'eau des mines a servi ensuite à plein d'applications. Et on a notamment les gens disons que la pénurie de matériaux nobles pour faire des vêtements étant une des premières, disons que vu cette population grandissante, la laine devenait de plus en plus chère. Et bon, les peaux de bêtes, n'en parlons plus, il y avait de moins en moins de bêtes, c'était vraiment un privilège des cours royales. Donc on a été obligé de se tourner vers des fibres végétales, notamment cultivées dans les colonies, telles le coton, et l'industrialisation a commencé avec cette nouvelle industrie qui était nécessaire pour vêtir l'Europe. Et ainsi de suite, et on arrivait comme ça à l'industrie de Marx. Donc on comprend très bien d'où est née cette industrie. Elle n'est pas née d'une invention pour un progrès, etc. Non, elle est née parce que c'était une nécessité vitale, absolue, vu la tendance démographique et l'histoire de l'Europe. Donc voilà comment est née celle-là. Donc ça n'avait rien d'un progrès, et ce qu'on constate, c'est que la naissance de ce genre d'industrie a été excessivement douloureuse au plan social. Et ça, Marx l'a bien vu, mais lui, il disait que c'était un état transitoire, et il pense que c'était un état qui était moins brutal qu'avant, mais c'est pas tout à fait vrai. Et c'est pour ça qu'il y a eu des réactions très très dures contre l'industrialisation, normalement en Angleterre. Il a fallu envoyer l'armée un peu partout, parce que les gens ne voyaient pas trop leur intérêt dans cette industrialisation à marche forcée qui s'est faite suite à cette nouvelle aubaine que représentait le charbon et la possibilité de tout industrialiser. Alors aujourd'hui, on arrive à une nouvelle phase, c'est-à-dire qu'il y a eu une expansion démographique vraiment phénoménale. Il y a eu de nouvelles aubaines comme la découverte du pétrole, la découverte des engrais, et à chaque fois, on est allé un peu plus loin dans l'intensification de l'utilisation des écosystèmes. C'est-à-dire que l'homme occupe aujourd'hui, on le sait, est omniprésent et retire une partie dont une partie vraiment importante de la photosynthèse est utilisée par l'homme, une partie importante des territoires, et en fait tous les écosystèmes sont aujourd'hui sévèrement endommagés par l'homme, à tel point qu'ils n'ont
ils sont très fragiles et qui sont tous sur le point de s'effondrer et que, par exemple, l'agriculture est largement maintenue aujourd'hui par l'utilisation intensive de pesticides puisque il n'y a plus de prédateurs pour plein d'insectes et de toute façon les écosystèmes sont en tellement mauvais état que sans pesticides, il serait probablement difficile de maintenir de tels rendements. En tout cas, dans la forme d'agriculture actuelle. Et donc, on arrive devant un mur que Marx n'avait pas décrit et qu'il n'avait même pas envisagé. Contrairement à ce que prétendent certains, c'était juste dans quelques lettres, quelques considérations, mais il n'était pas en mesure d'envisager le désastre. En tout cas, il n'a pas été celui qui l'a fait. Et donc il n'y a aucun avenir radieux. Et ce qu'on constate, c'est qu'au contraire, donc, quand on analyse la structure et l'évolution des structures sociales depuis la naissance de l'agriculture, c'est qu'à chaque fois qu'on a eu ce genre de socialisation des moyens de production, on a eu évidemment la naissance de classes sociales de plus en plus structurées, de plus en plus inégalitaires et des pouvoirs de plus en plus lointains et de plus en plus durs envers leurs administrés et des administrés de plus en plus esclaves, c'est-à-dire vraiment et de moins en moins maîtres de leur destin. Et c'est pour cela que, contrairement à ce qu'a dit Marx, et c'était dans son illusion technologiste, c'est que la réalité, c'est que les êtres humains sont de moins en moins capables de révolutionner un système dont ils dépendent et qu'ils ne maîtrisent pas, et un système qui est de plus en plus complexe, structuré de façon, et où disons, plus personne ne maîtrise clairement les tenants et les aboutissants de ce système de production. Et bon, il est très loin le temps de la chasse et de la cueillette, et donc il est absolument... c'est pour cela qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas de révolution actuellement, et qu'il y a parfois des révoltes, des effondrements, mais que systématiquement, de toute façon, ce système renaît de façon autoritaire et toujours dans les mêmes formes. Et ces formes font que, en fait, on est de plus en plus des larbins. Donc voilà pour l'évolution du marxisme, cette erreur qui consiste et donc qui est reprise actuellement pour faire croire qu'on pourrait changer ce système, l'amender et avoir une production qui serait, disons, qui serait respectueuse des individus et de l'environnement, ce qui est évidemment une illusion. Donc voilà, je pense que j'ai montré que le projet marxiste était donc reposé sur une analyse biaisée et partiale et malhonnête de l'histoire, que en fait cette histoire montre et plutôt c'est assez désespérant, c'est-à-dire que nous sommes dans un piège, que de plus en plus nous avons évolué des structures dures, des structures qui sont des structures qui mettent les individus dans la dépendance et qui ne survivent qu'en exploitant de façon, disons, de façon destructive des environnements. Et aujourd'hui, on arrive évidemment à la fin de cette destruction, tous les signes sont là. Pas tant pour l'épuisement du pétrole, on pourrait évidemment trouver d'autres ressources, penser à des choses de plus en plus complexes, bien que certains aient analysé le fait que les sociétés dans la complexité quand même ne pouvaient pas survivre bien longtemps, mais de toute façon nous arrivons à la fin parce que nous sommes en train de détruire notre écosystème. Dans 4 ans, il n'y aura plus de glace dans l'Arctique. Les espèces, la plupart des espèces nobles n'existent pas, celles qui déterminent la forme des écosystèmes, et donc il va y avoir un chaos auquel nous allons avoir faire face, et il est totalement improbable que ce système survive dans les quelques années à venir. Il n'est donc pas question de le réorganiser, de l'amender ou d'aller dans l'écosocialisme. Ce qu'il faut, c'est évidemment sortir de cette société. Donc le seul projet qui puisse correspondre à cette analyse, c'est évidemment d'aller à la source du problème, et c'est d'analyser pourquoi l'homme se socialise et pourquoi, qu'est-ce qui a commencé,
qui fondent les rapports entre les êtres humains et, repenser la place de l'individu au sein de cette société et essayer de façon individuelle, euh, essayer de comprendre comment on peut essayer de se désolidariser de ce système et le laisser s'effondrer progressivement tout en essayant de minimiser l'impact sur nos vies individuelles. Donc voilà, évidemment il y aura toujours des esprits chagrins pour regretter qu'il n'y ait pas disons, de solution au système, de ne pas aller à l'intérieur du système, essayer de l'amender, mais c'est mal comprendre comment fonctionne un système et c'est mal comprendre en fait le fait que ce système ne peut émerger que si des individus abandonnent toute initiative individuelle. Et donc il y a au départ, ce qu'avaient démontré les anarchistes, avaient présenté les anarchistes, c'est qu'il y a une incompatibilité entre ce mode de production industrielle et cette société dans laquelle nous vivons. Et disons, l'épanouissement des individus, c'est absolument impossible. Et au final, c'est même la survie des individus, non seulement l'épanouissement, mais la survie de l'individualité et la survie de notre nature et de la nature et des écosystèmes et de notre condition de vie qui sont aujourd'hui menacées par cette société et par cette société industrielle. Voilà.